RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Bon, avec notre aventurier à nous, l'homme à la mèche, Johan Durand qui est là. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît. Bon, aventurier, je sais pas si c'est la caractéristique qui me va le mieux. C'est un épisode pour toi aujourd'hui, tout ce que t'aimes. Tout je ce que tremble t'aimes. à l'idée d'en parler. Ah ouais, c'est fou. Tu m'as dit je veux pas venir. Rien que l'idée d'en parler, ça te faisait peur quoi. Bon, voilà. On a hâte de vous faire découvrir tout ça. Merci pour le soutien sur les réseaux. Continuez de vous abonner sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify, Deezer. Venez nous suivre sur YouTube. Laissez des notes et des commentaires, ça nous aidera à continuer à grandir et à agrandir surtout cette communauté RMC Running. L'épisode du jour est donc consacré à une course extrême Yodu. La Chartreuse Terminorum, c'est une sorte de version française de la mythique Barclay. On en avait parlé avec Aurélien Sanchez. Il s'est frotté justement à cette Chartreuse Terminorum. Il n'avait pas pu terminer, c'est vous dire la difficulté de l'épreuve. 5 boucles de 60 km, ça fait 300 bornes en tout. 25 000 mètres de dénivelé positif dans la forêt de la Grande Chartreuse en Isère. Pour en parler avec nous, on va recevoir de nombreux invités. Nicolas Diedrich, qui est organisateur. On sera avec Simon Lancevelet, qui lui est auteur du livre La Quête, consacrée à ce magnifique défi. On recevra également Michael Berton, qui est finisseur de cette course. Lui, il a réussi cet exploit. Bravo. Et ouais, ils ne sont que 6 pour le moment. Et puis on accueillera Franck, le novice, qui va s'élancer dans quelques jours sur cette course de dingue. Alors enfilez vos baskets, attachez vos lacets, on part pour l'enfer à la française. RMC Running. Ah, ça te fait peur, Johan. T'as entendu les chiffres ? 300 bornes, 25 000 de D+. Déjà, bam, ça c'est posé. Les pages du livre à déchirer, c'est vraiment la Barclay à la française et on est ravis de vous mettre à l'honneur ce magnifique défi. Avec donc Nicolas Diedrich qui est organisateur. Salut Nico. Salut, bonjour à tous. Bienvenue dans RMC Running, ravi de t'accueillir pour que tu nous parles un peu de cette course de fou. On accueille également Simon Lancevelet qui lui en a carrément écrit un livre, La Quête, qui est avec nous. Donc Simon, salut Simon. Salut, alors c'est Lancevelet, mais salut à tous quand même. Ouais, excuse-nous. Merci d'être là parce que toi tu connais très bien cette course et elle te fascine. On accueillera Michael et Franck dans un instant, mais Nico, en quelques mots, est-ce que tu peux nous décrire donc cette Barclay à la française ? À quoi ça ressemble ? Nous dresser un peu la carte postale de ce défi unique. Alors, ça ressemble vraiment à la Barclay aux États-Unis parce que le concept est né dans la tête de Benoît Laval qui a participé plusieurs fois à la Barclay. Et pour ça, il s'est entraîné ici en Chartreuse, où on habite, où Red Light, qui est son entreprise, équipementier sportif, est aussi implanté. Et donc, du coup, on s'est entraîné dans des chemins qui ressemblent à ce qu'on peut trouver dans le Tennessee. À la fin de son premier échec, il s'est dit que, en fait, on pouvait en organiser une ici. Et c'est comme ça que nous, les copains, membres du Triumvirat, on s'est dit, allez, chiche, on y va. Donc, on lui a fait son assistance aux États-Unis pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et en 2017, on a lancé la petite sœur de la Barclay, adoubée par Lazarus Lake, est venu ici en Chartreuse. Ça, c'est la classe, c'est une certification. C'est la grande classe. Alors, il faut quand même comprendre un peu son accent anglais, c'est une des premières difficultés. Ah ouais, j'imagine. Mais une fois qu'on a mis un bon chewing-gum et qu'on lui a donné du Dr Pepper, du coup, on l'arrête plus. Il nous montre tous ses petits secrets, comment cacher les livres, comment faire les choses le plus difficiles possible, comment être vraiment à la fois vicieux et un peu sadique pour que, en fait, il n'y ait pas de finisher, mais que ça soit vraiment à chaque fois juste à la limite du faisable et du réalisable. Eh ouais, adoubé par Lazarus Lake, c'est pas fou ça, Yodu, ce personnage. Ça veut dire que là, t'es rentré dans le... Ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde ? Est-ce qu'il y a d'autres Barclay version, espagnole ou même ailleurs qu'en Europe ? Nico ? Non, parce que, alors, déjà, d'une part, il faut quand même réunir des critères un peu complexes à la fois d'organisation, de terrain. Et puis, autant Laz a inventé le concept aussi des backyards, là, où on fait 6 km jusqu'à qu'il en reste plus qu'un seul. Autant sur la Barclay, le concept est difficilement reproductible. Donc, on est très content d'être la petite sœur ici et la seule à être à la fois adoubée et organisée depuis 2017. Est-ce que vous avez poussé le truc jusqu'à rendre impossible l'inscription à la course ? Est-ce que c'est vraiment le même système d'inscription que la Barclay ? On a quasiment vraiment, alors il faudra demander à Simon, parce que lui il a un peu analysé tout ça, mais on a quasiment les mêmes règles.
parce que du coup, l'idée, c'était vraiment de garder toute cette magie autour de l'inscription, un peu de mystère, de susciter un peu du doute pour tous ceux qui veulent s'inscrire. On renvoie aussi une lettre de condoléances quand les gens sont sélectionnés. Ça, on aime. Bref, tout ce qui fait le charme de la Barclay, mais avec la Chartreuse en plus, c'est-à-dire un territoire avec la présence des moines et non pas une prison, avec un monastère, avec une liqueur, avec plein de choses qui font un peu la réussite. Et puis sur un territoire qui est un territoire de trail, la Chartreuse, c'est juste incroyable. Ouais, un territoire très compliqué, très technique, très humide aussi, parce qu'on a les pieds mouillés. C'est une des données à prendre en compte. Ça Pas obligé, hein, on peut traverser. Il y en a plein qui enlèvent leurs chaussettes pour traverser les ruisseaux. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Après, c'est un peu de perte de temps. On économise le temps où on peut, c'est sûr. Simon, qu'est-ce qui t'a fasciné dans cette version française de la Barclay alors ? Alors moi, j'ai eu la chance d'être en Chartreuse quand elle est née en 2017. Ouais. Mais je l'avais un peu suivi de loin finalement quand elle est apparue sur le territoire. Et je l'avais toujours quand même dans un coin de ma tête. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que finalement, cette course, personne n'avait jamais terminé. Donc c'est quand même quelque chose d'assez insolite et inédit. Et je me suis dit, mais finalement, comment on arrive à s'inscrire à une course et comment on s'entraîne à une course qui, en théorie, est très difficile à terminer, voire impossible. Est-ce qu'on y va finalement à fond ou est-ce qu'on se dit, finalement c'est impossible, on y va un peu avec la fleur au fusil? Et moi, c'est ce qui m'a vraiment... on va dire c'est ce qui m'a happé dans cette course et finalement c'est ce qui m'a mis un peu ce qui m'a fait chausser aussi les baskets pour m'approcher des coureurs et les suivre pendant près de 4 ans sur les terrains de Chartreuse mais aussi ailleurs puisqu'ils font plein d'autres courses. C'est vraiment ce côté insolite. Ouais. Ce qui est fascinant dans ton récit, c'est au-delà de la performance sportive et du défi quasiment indomptable et insurmontable, c'est le type de personnage que tu rencontres. Il y a des rencontres hallucinantes, Simon. C'est ça qui est génial d'ailleurs dans l'histoire que tu racontes. Alors c'est vrai moi ce qui m'a plu aussi c'est les parcours les parcours de vie parce que cette course, vous avez très bien rappelé dès le début par les chiffres le côté vraiment presque extrême et ce qui est intéressant c'est de voir que finalement à ce défi extrême on a des coureurs qui lui répondent aussi d'une certaine façon aussi intense et par conséquent on a des parcours de vie complètement invraisemblables de prime abord en tout cas je dirais mais qui peuvent parfois dérouter et avec des histoires très très fortes, des émotions lors des entraînements, lors des compétitions en effet, lors de la Terminerum et moi c'est aussi des personnalités qui ont été très attachantes, je pense que sans spoiler, on en entendra une bientôt qui va apparaître, mais ouais, moi c'est vraiment aussi ce côté humain qu'on retrouve pas ailleurs parce que ce qu'on n'a pas dit aussi Nico, et d'ailleurs quand on parlait des règles de la Terminerum par rapport à la Barclay, c'est qu'on est aussi sur une communauté de 40 coureurs. Donc tout le monde connaît tout le monde, l'organisation connaît aussi tous les coureurs, ce qui est assez rare finalement aujourd'hui sur des épreuves de course à pied. On a aussi donc presque l'impression de faire partie d'une petite famille lors de cet événement et même après, et de vivre ensemble une parenthèse presque enchantée parce que finalement à la fin on se dit mais tiens on a déjà passé 80 heures ici ou moins et finalement on a l'impression que on ferme le camp de vacances, on se dit mais vivement l'année prochaine. Quelques exemples de profils que tu as rencontrés et que tu as suivis. Un ex-pro de hockey qui est devenu procureur. Un ancien militaire revenu d'Afghanistan qui, lui, plaque tout pour vivre en camping-car et faire la course de sa vie, en tout cas la finir. Johan, c'est des défis extrêmes. Nous, on adore parler de course à pied, de trail, etc. Mais là, on est encore dans un autre monde, Yodu. Ouais, c'est ça, c'est des défis un peu... c'est le défi ultime, tu vois, c'est vraiment la résistance humaine poussée au max, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu es dans une course, il n'y a pas de balisage, pas de ravitaillement, ça monte tout le temps, tu repousses vraiment tes limites physiques et mentales, et c'est assez dingue. En plus, tu as quand même ce retour un peu à la nature, c'est-à-dire que normalement sur les courses, tu as des spectateurs, tu as des gens, c'est organisé, tu as ton assistance, tu as tout ça. Là, tu es tout seul au fin fond de la montagne avec toi-même et pour le coup, c'est vraiment, tu es seul, quoi. Et ça, c'est vrai que je pense que ceux qui viennent participer à cette course-là, ils viennent aussi chercher, je pense, ce côté aventure où tu es vraiment solo, tu n'as pas de chrono, tu n'as rien, c'est juste, il faut passer les tours les uns après les autres et ça n'existe pas ou peu, donc c'est pour ça que je pense que ça fascine autant, ouais. Nicolas, rappelons les règles, les modalités. Pas de balisage, pas de GPS, pas d'assistance, un seul ravitaillement par tour. Voilà.
Et ce ravitaillement, donc c'est le camp de base, et donc les participants, quand ils partent, il faut qu'ils nous ramènent pour être sûr qu'ils soient passés Bien sûr. aux bons endroits, en fait, une page du livre qu'ils vont arracher. Donc nous, on a disséminé des livres à des endroits stratégiques, en bas d'une pente et puis au sommet sur les 60 km du parcours. Et puis donc il faut justement trouver déjà ces livres, les récupérer, arracher la bonne page. Ça aussi c'est important, ne pas la perdre en route. Et quand on revient au camp de base, où on est surpris, en tout cas pour ceux qui participent, de retrouver un peu d'effervescence, un peu de ferveur, eux qui ont passé des fois 12 heures dans une forêt un peu sombre et inhospitalière, retrouver du monde et puis valider justement ce tour. Et ça, c'est pas évident, du alternance entre du monde, pas de monde, Bien sûr. et surtout dans la tête, c'est là où ça doit se gagner, c'est qu'il faut se dire qu'il faut repartir. Et nous, en tant qu'organisateurs, à la fois, on joue avec l'idée de repartir, puisque notre objectif, c'est que les gens aillent presque jusqu'au bout, mais qu'au final, ça soit la Chartreuse Terminorum qui soit gagnante. Voilà. Est-ce que vous gardez le même esprit que la Barclay, c'est-à-dire qu'il faut partir dans un sens puis dans l'autre, etc. Est-ce que les sens sont inversés en fonction d'une édition à l'autre ou pas? Ça, c'est une géniale invention de Laz, Ouais. parce que du coup, ça désoriente Bien sûr. même les meilleurs orienteurs. Parce que ce qu'on a repéré d'un côté à 8 heures du matin, quand on repasse de l'autre côté, ça peut être 19, 20 heures. C'est dans l'autre sens. Bien sûr. Et ça, c'est complètement une variable qu'on adore parce que ça perturbe vraiment tous les coureurs. Et donc, ils ont un roadbook, ils ont une petite explication qui donne plein d'informations également touristiques qui les perd un peu. Et ils ont une carte. Et ça, c'est une des particularités. C'est que quand ils arrivent donc la veille, nous, on affiche la carte sur laquelle on a tracé le parcours. Et eux, il faut qu'ils la recopient. Quelle Et horreur. pour la plupart aujourd'hui des trailers qui courent avec la meilleure technologie possible, avec des montres connectées, avec des applis, avec tout ça, du coup on revient sur ce côté un peu sauvage, sur ce côté insolite, parce qu'il faut savoir recopier une carte. Et si on la recopie mal, cette carte au 1/25 millième, du coup on sait déjà qu'on a hypothéqué beaucoup de chances de pouvoir finir cette course. Si on parle du parcours pur et simple, est-ce qu'il est plus dur ou plus facile que le parcours de la Barclay dans le Tennessee? Alors, c'est surtout aux coureurs qu'il faudrait demander ça, et notamment, par exemple, à Sébastien Réchon, qui a affronté la Barclay cette année et lamentablement échoué, comme dirait Laz, et qui, chez nous, a été le premier finisher de cette Chartreuse Terminorum. Les parcours sont un peu différents. Aux États-Unis, on a beaucoup de hors-sentiers, on a beaucoup de navigation à vue. Chez nous, on reste sur les chemins. La réglementation française est là aussi pour nous le rappeler. Mais des chemins insolites, des chemins disparus, des chemins qu'on a eu plaisir à revisiter toute l'année. Nous, c'est un peu notre trip, justement, d'aller chercher des choses un peu insolites, sortir des sentiers battus. Ça, c'est un peu notre mantra. Simon, est-ce que tu peux nous raconter, on va recevoir dans un instant Mickaël qui a eu la chance de finir donc cette magnifique course, la Chartreuse Terminorum. Quels sont les meilleurs souvenirs que tu gardes de cet immense défi, toi, Simon? Première édition en 2017, on fêtera la 7e d'ici quelques jours, je le précise. Alors des souvenirs, j'en ai beaucoup d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'en ai fait un livre finalement. Ouais. Moi le premier qui me revient, et puis ça permettra aussi finalement de faire la passe D avec Mick qui va arriver, c'est son finish, je pense concrètement quand il est arrivé. Finalement, quand je l'avais rencontré quelques années avant, il me disait je finirai cette course, personne n'avait jamais été plus loin que 3 tours, ça me paraissait lointain, surtout que c'était pas lui qui avait fait ces 3 tours. Et quand il a réussi à venir à bout, au niveau émotionnel, il y a eu c'était assez énorme. Après, dans la même idée, Benoît Bachelet, qui a aussi fini la même année que Mickaël et que Sébastien, quand il revient, il s'élance sur son 5e tour, il est tellement désorienté, tellement fatigué, on est obligé de lui noter l'heure à laquelle il doit arriver au maximum sur son bras, parce que finalement il est un peu il hallucine un petit peu, je pense, et voilà, ça c'est des moments qui resteront à jamais gravés, parce qu'on se dit, mais là on voit vraiment ce que disait tout à l'heure Nicolas, d'être sur un peu le fil du possible. Voilà, là on est sur cette ligne de crête, et voilà, ça laisse pas indifférent, parce que c'est des personnes avec qui moi j'ai passé des centaines d'heures, et je sais aussi ce que ça représente pour elles, pour leur famille et puis pour leurs gars. Et puis finalement on se dit, mais tiens, ils vont un peu aussi toucher leurs rêves, et quand on est si près de cette quête, justement, finalement
on peut, enfin, moi j'ai été transformé par justement leur chemin, je dirais. Ouais, exactement. Ce qui m'avait passionné, moi, quand on avait reçu Aurélien Sanchez, c'est que on sentait vraiment qu'il était transcendé par ce défi. C'est-à-dire que c'était devenu un mode de vie, la préparation, la façon de s'inscrire, etc. Il avait eu du mal d'ailleurs à obtenir l'inscription et le précieux sésame du Dossard. D'ailleurs, ça coûte rien, mais le plus dur, c'est de réussir à être sélectionné par Laz. Et c'est au moment où il y croyait plus qu'il a été retenu. Est-ce que tu ressens ça, toi, Simon, lorsque tu vois comme ça des novices débarquer, cette quête, en fait, cet objectif d'aller chercher l'impossible, quoi? Alors, moi, ce que j'ai. Sur les novices cette année, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément échangé plus que ça avec eux dernièrement, mais par contre, sur l'année où justement on a les premiers finishes en Chartreuse, je dirais qu'au contraire, il y a des choses qui ont rendu le probable possible, et notamment le fait qu'Aurélien ait participé à la Terminorum et fini la Barclay l'année suivante. Je pense que ça, pour beaucoup, ça a été quand même un peu un révélateur, parce que finalement, c'était le premier Français, et beaucoup de coureurs ayant un peu partagé un bout de chemin avec lui se sont dit mais tiens, peut-être que c'est aussi possible pour nous sur un autre terrain qu'est la Chartreuse. Donc Aurélien, pour moi, il a vraiment eu un effet très fort en fait sur cette édition, parce qu'il a finalement renforcé un peu une croyance, quoi. Et finalement, il a aussi montré que bah oui, c'était possible d'y arriver. Après, il y a aussi l'alignement des planètes, hein. Parfois, vous avez dit en Chartreuse, il fait humide, parfois il fait aussi très sec. Il y a pas mal de choses, parce que sur l'autonomie, quand on doit chercher de l'eau sur une boucle pendant 60 bornes, ça peut être assez compliqué. Donc il y a pas mal de facteurs en fait qui vont s'accumuler pour rendre finalement la chose probable. Mais je dirais que par contre, pour moi, le fait qu'il y ait des premiers finisseurs, et même des premiers finisseurs français à la Barclay, ça a permis aussi d'avoir des finisseurs en Chartreuse, tout simplement. Ouais. Nicolas, quelles sont les passerelles avec la Barclay? Est-ce que, je sais pas, Laz est sensible à ceux qui s'élancent en France? Est-ce qu'on a plus de chances d'y accéder si on fait la Chartreuse Terminorum ou pas du tout? Alors on sait que Laz nous suit, il adore regarder sur les réseaux sociaux un peu ce qui se passe. Et donc forcément, l'année où Sébastien Réchon termine, il a le droit du coup à être invité, on va dire, en tout cas à être sélectionné sur sa participation à la Barclay. Donc ça nous aide beaucoup. Et puis les passerelles, elles sont aussi en termes même d'organisation. En 2023, la Barclay fait 5 finishers, et la même année, on fait aussi 5 finishers sur la Chartreuse Terminorum. Donc des passerelles, il y en a. Et puis on garde un lien très fort avec Laz qui nous donne des petits conseils pour toujours rendre la course un peu plus dure, mais pas trop dure d'un seul coup. De jouer pour essayer de limiter l'alignement des planètes, jouer sur l'heure de départ, jouer sur la cache des livres, etc., pour rendre les choses vraiment difficiles, pour que le sommeil soit finalement aussi un ennemi à tous ceux qui vont tenter leur chance. Quel sadique ce type, Yodu. Oh, quel oui. enfer. Il donne des conseils de torture, il est fou celui-là. C'est ça, exactement. Mais c'est ce qui motive beaucoup de mais participants à venir s'affronter et finalement à jouer collectif, parce que c'est aussi une démarche dans le trail où il faut jouer collectif pour réussir à finir cette Chartreuse Terminorum comme la Barclay. Si on part tout seul, on a très peu de chance, donc il faut à la fois jouer avec ses concurrents, participer, s'entraider. Et donc ces notions finalement d'entraide, de plaisir, de partage, elles collent complètement à l'esprit du territoire, et puis elles collent aux deux courses. Ouais. Comment tu le vis quand il y a un finisher? T'es content? Tu te dis c'est dommage, c'est pas assez dur, c'est... Alors moi, à titre perso, je suis super content, mais c'est parce que je gère un peu plus la com là-dessus, et je sais que ça va bien marcher. Bien sûr. Et en même temps, moi je m'inquiète parce que je sais que les copains vont dire bon, l'année prochaine, il faut encore plus repérer des chemins insolites. Ouais, bien sûr. Et ça va être à nous de trouver des choses dures. Mais c'est génial, en fait, on est tellement heureux pour eux. Cette dose d'émotion, comme le disait Simon, elle est... voilà, nous aussi, on ne dort pas pendant les 80 heures, donc on est aussi à fleur de peau. C'est super chouette de pouvoir partager ça. Et de voir quelqu'un comme Mick qui termine et qui a consacré une partie de sa vie justement à cet exploit. C'est exceptionnel. On va l'accueillir dans un instant. Juste un mot, parce qu'il y a peut-être une différence. Tu vas me dire si je me trompe. La particularité de la Barclay, c'est un terrain de jeu où on ne peut pas trop s'entraîner, quoi. Tout est surveillé, il n'y a pas de repérage possible quelques jours avant la course. Est-ce que c'est le cas chez vous aussi ?
Alors, effectivement, c'est une différence. Chez nous, on n'est pas dans un parc national. Et donc, du coup, on a cette possibilité de venir s'entraîner jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ok. Et c'est un peu le cas. Là, on le voit sur ces dernières semaines. On voit quelques camping-cars garés en bas à les Saint-Pierre de petits malins. Chartreuse. Ah Ouais, ouais. ils sont là. Ouais. Ils sont là, ils s'entraînent. Et des fois, même quand nous, parce qu'on ça y est, on a attaqué à aller cacher justement les livres, à maintenant 10 jours de la prochaine édition. Et bah, du coup, on en aperçoit, on en entend, on en croise. Alors, on se cache pour justement qu'ils Faut vous ne planquer, découvrent ouais, c'est pas le possible parcours de cette année. Tu peux nous donner une petite astuce là? Déjà, soit comment s'inscrire, soit où est-ce que tu as planqué un livre? Sous une souche, sous un truc? Non? T'as pas un petit truc à nous dire? Alors, sous une souche, il y en a effectivement quelques-uns, mais on a quelques petites innovations cette année. Quelle horreur! Ah, c'est bon ça, incroyable. Bon, Nico, tiens, et Simon, restez là parce qu'on accueille Mickaël Berton. Donc Mick, qui lui est finisseur, il a déjà bouclé cette course mythique. Je le Bravo. rappelle donc 300 bornes, 25 000 mètres de dénivelé positif, pas de GPS. Salut Mick. Salut l'équipe, salut aux auditeurs, salut aux jeunes auteurs et aux vénérables triumvirats. Ah voilà, magnifique. Tu vois, le respect des organisateurs, Voilà. c'est sûr. Ouais, il faut toujours un petit peu mettre sa pièce. Mick, c'est un état d'esprit, la Chartreuse Terminorum, c'est le même que celui de la Barclay, c'est-à-dire qu'il faut être fasciné, il faut consacrer sa vie à ça pour aller au bout. Ouais, je crois que, voilà, moi je l'ai toujours dit, c'est une obsession de finir cette course. Donc je pense qu'il faut complètement être passionné, aimer ce délire-là. Et effectivement, sans ça, je pense que l'impossible est très dur à atteindre. Bah raconte-nous déjà comment tu as découvert cette épreuve, comment tu t'es inscrit, enfin ne dévoile pas les secrets quand même, parce qu'il faut garder le côté mythique du truc. Et après tu nous parleras de la façon de se préparer, parce que ça c'est important aussi. C'est pas simple aussi. Je me souviens justement d'Aurélien qui nous disait moi je me considère comme un grand randonneur plus, c'est-à-dire que je suis très fort sur les très longs efforts, pas forcément de la course à pied, mais la capacité de maintenir un rythme élevé pendant de très longues heures. Réponds-nous à tout ça, ouais. Comment tu t'es préparé toi spécifiquement l'année où tu as terminé cette course mythique? Ouais, bah déjà j'ai découvert l'épreuve en 2017 quand elle a eu lieu pour la première édition. Moi Ouais. j'étais en voyage professionnel aux États-Unis, pas loin du terrain de jeu de la Barclay justement. Ok. Qui était voilà, vraiment un format qui avait titillé ma curiosité. Et j'arrive en France et on met le journal devant les yeux, le journal local, le Dauphiné Libéré. Et là, je vois cette course dans mon massif de cœur. Et là, je pense que dans le cerveau, ça a fait Ça a ni une ni touché. deux. J'ai dit, c'est pour moi, quoi. Donc les fils se sont touchés, ouais. Ah, d'accord. Et puis c'était parti. Là, j'ai dit dès l'année prochaine, il faut que je candidate, il faut que je comprenne comment tout ça fonctionne. Sachant qu'à l'époque, j'avais jamais fait d'ultra trail. Hein. J'avais commencé ma pratique du trail, ça faisait 2 ans que je faisais du trail. Ok. Et donc ouais, c'était un énorme défi, mais c'est ce qui m'a boosté. Donc forcément, il a fallu que déjà j'apprenne à faire du long, à faire des heures et des heures en montagne, voire des jours. Donc tout ça, c'est au fil des ans que ça se construit. Je pense qu'en 2018, lors de ma première édition, j'étais de toute façon physiquement incapable de finir. Parce qu'il m'a fallu des années pour construire mon physique. Et puis le mental, bon, je crois que j'avais plutôt une partie d'avance de ce côté-là, puisque j'étais très vite obsédé par cette course. Et pour moi, c'était quand on me disait non mais ton truc là, de toute façon c'est impossible, c'est même bête d'aller essayer, ça me boostait encore plus. Ça renforçait la motivation, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Et donc forcément, ça s'est construit année après année. Malheureusement, sur ce type d'effort, c'est le cas sur l'Ultra Trail déjà, mais là, c'est exacerbé. Tu n'es jamais à l'abri d'imprévus, les intempéries, la difficulté de trouver un livre, le fait de rester concentré et lucide lorsque tu es à la recherche justement d'une page, d'un ouvrage. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la gestion de la fatigue, la gestion du stress? Comment tu vois ça, toi? Ouais, en fait, déjà, quand tu me parles de tout ça, moi, ça me fait kiffer, tu vois. Ils sont fous, ces mecs. C'est ce que j'aime. C'est là où je suis bon, tu vois. J'ai pas les qualités d'un maître yodu. Comme le dit Aurélien. Il n'a pas les tiennes, hein, rassure-toi. Non, c'est ça, c'est réciproque. Ouais, c'est sûr.
Comme le dit Aurélien, je pense, enfin moi à la base je viens plus de la randonnée. Alors je courais parce que j'étais militaire, c'est le sport national à l'armée, Ah, bien sûr. mais je le faisais pas, on va dire professionnellement. C'était pas un plaisir. Et en fait, toutes ces caractéristiques de maîtrise de soi, de maîtrise de la fatigue extrême, de la nutrition, de résilience par rapport à la météo et ainsi de suite, ben, moi, c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me fait kiffer, quoi. Et donc, finalement, je cochais facilement les cases pour aller m'inscrire à ce type de format, quoi. Ouais. Ce qui me fascine avec toi, on va raconter pas ta victoire, mais l'aboutissement de ta quête dans un instant. En plus, on pourra le raconter avec Simon qui t'a suivi. Ce qui me fascine, c'est que même quand la quête est terminée, bah, vous êtes encore subjugué et fasciné par cette épreuve. C'est ça qui est beau aussi, quelque part, Mick. C'est que au final, c'est jamais vraiment terminé. Nous, on avait demandé à Aurélien pourquoi tu repars et t'es encore motivé, parce que ça fait partie de lui aujourd'hui. Est-ce que c'est le cas pour toi aussi? Ouais, complètement. Imagine, c'est 5 ans de ma vie déjà Ouais, bien sûr. pour arriver à finir. Donc 5 ans de ma vie, je pense que si je fais le calcul à l'âge où j'ai fini, 35 ans, moi, je sais pas, ça fait peut-être entre 15 et 20% de ma vie Ouais. que j'ai passé à ça. Et au-delà de ça, il y a une communauté, comme l'a dit Simon avant, et cette communauté, elle est tellement attachante que finalement, on part pas du jour au lendemain. C'est pas comme quand on va s'aligner sur une course classique du calendrier, et une fois l'épreuve finie, chacun rentre chez soi, c'est terminé. Là, entre les émotions qu'on vit ensemble, ce partage autour de cette passion, et ben, moi, il y a des gens avec qui je suis en contact toute l'année par rapport à la Terminorum. Et tout ça, ça reste et ça restera, quoi. Racontons les coulisses de cette quête donc aboutie. C'était une année particulière 2023, Simon, parce qu'on n'avait jamais eu de finisher. Et là, 5 athlètes ont terminé la même année. Donc là, désolé de te le dire, Nico, hein, mais c'était pas assez dur. Hein. Donc vous êtes troué là-dessus. Simon, toi, quel souvenir tu gardes alors justement de tout ça? Et on va pouvoir s'intéresser aussi à la bonne stratégie à adopter. Est-ce qu'il fallait, entre guillemets, faire une course d'équipe? Comment ça s'est passé? Comment s'est passé le scénario alors, Simon? Alors déjà, cette course-là qui a été particulière, parce que comme j'ai dit, c'est l'année où Aurélien finit, et surtout l'année précédente, on a quand même des coureurs, dont Mick, qui était arrivé à faire une fun run. Donc la fun run, c'est boucler 3 tours dans les temps. Et ce qui est important et ce qui est super intéressant sur cette course, mais peut-être sur les courses en général, mais celle encore plus, c'est que finalement sur la Terminorum, il y a un apprentissage en fait, où la première année on va venir peut-être un peu pour découvrir, voir si ça nous plaît, rencontrer finalement des personnes aussi qui coopéraient, et puis la deuxième année on va revenir en disant tiens, on va essayer d'aller un peu plus loin, puis on fait des petites erreurs, on réessaye, et puis dès qu'on finit, justement on est amené à entendre la sonnerie aux morts, on se dit mais l'année prochaine je ferai différemment. Et là en fait on avait quand même un bon nombre de coureurs qui avaient déjà suivi pas mal d'enseignements de la Terminorum, dont Mick, dont Benoît Bachelet aussi, et on avait aussi une sacrée locomotive avec Seb Réchon, donc il y avait quand même pas mal de paramètres qui étaient réunis pour espérer aller au bout. Et c'est vrai que moi ce que j'aime bien dans l'histoire de la Terminorum, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors tout à l'heure je sais que Johan parlait un peu de la solitude, etc., du coureur de fond presque. Je dirais que sur cette course, quand on est tout seul, vaut mieux être tout seul le plus tard possible, en fait, dans le dernier tour, parce que finalement, ça évite de faire un peu des erreurs. Et là, on avait aussi donc, des coureurs qui se connaissaient très bien. Et l'image, moi, que je garde un peu de cette course, c'est finalement... c'est comme une fusée, on sait très bien qu'il y a des éléments qui vont se détacher un peu plus tôt, mais qui sont quand même utiles pour justement un peu toucher la Lune. Et finalement, on avait aussi cette année-là des éléments qui se sont laissés décrocher, mais au bon moment, et tout était réuni pour aller au bout. Et les souvenirs, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais le finish de Mick, encore une fois, était assez pas improbable pour le coup, mais incroyable, quoi. Bien sûr. Et c'est un peu tout ça en fait qui était réuni, mais vraiment cette idée d'apprentissage. La Terminorum, c'est un jeu total quoi finalement, et là les joueurs connaissaient très bien les règles du jeu, et ont réussi à gagner la partie. Ouais. Mick, raconte-nous cette émulation collective et ce scénario de course. Qu'est-ce qui s'est passé alors exactement? Ouais, 2023, moi j'ai ramassé les morts. C'est une bonne façon stratégie. de pas s'ennuyer. Okay. Exactement. Je connaissais très bien mes allures. Je suis vraiment pas parti dans le peloton de tête. Ouais.
Et puis, et ben, au fur et à mesure des heures et des tours, je tombais sur des malheureux protagonistes qui s'étaient soit égarés, soit qui avaient un petit peu mal géré leur alimentation ou leur hydratation, Ouais. ce qui me permettait de faire un bout de chemin avec eux, où je croisais d'autres camarades qui, eux aussi, ont fini. Ça m'est arrivé un peu plus dans les derniers tours. Hormis le 5e tour, puisque je ne sais pas si on en a parlé, mais le 5e tour, on est obligé de le faire seul. On part chacun dans un sens. Ouais. Donc, Comme sur de la toute Barclay, façon, même ouais, même on se principe. retrouve seul. Et plus t'arrives tôt, enfin le premier choisit son sens, hein, c'est pas ça? Si c'est Ouais, pareil? exactement. Ok. Exactement. Ouais. Ouais. Donc, si tu veux, ça a été vraiment tout a bien roulé pour moi. Je suis resté sur mon plan d'avancée et avec effectivement une énorme motivation. L'année d'avant, on avait eu une canicule épouvantable. Sincèrement, on connaît la Chartreuse humide et on l'aime comme ça parce que franchement, la canicule, c'est ingérable, quoi. Donc cette année, c'était vraiment des bonnes conditions en plus à ce niveau-là. Donc voilà, moi j'ai fait ma course, vraiment du début à la fin comme je me l'étais mis en tête, Ouais. en étant énormément focus sur les livres sur mon 5e tour, parce que là on arrive à 3 nuits sans dormir. Quelle horreur. Enfin voilà, c'est en fait le seul flip, c'est d'oublier un livre. Même si on sait où ils sont à ce moment-là, depuis c'était être assez je vais de lucide. livre en livre, quoi. Et puis jusqu'à l'arrivée au rocher, voilà, pour moi c'est mémorable, hein. C'est un moment de satisfaction comme j'en ai rarement eu dans la vie et que je souhaite à tout le monde et que j'espère revivre, effectivement. Donc, voilà. Ça dure combien de temps, d'ailleurs, ce sentiment-là de l'aboutissement de temps et tant d'années de travail, d'efforts fournis, d'un défi extrême, la fatigue accumulée en plus? Cette euphorie, elle reste combien de temps? Tu passes vite à autre chose ou tu mets du temps justement à te remettre d'un truc pareil? Bah, l'euphorie, c'est forcément assez court. Après, tu vois, moi, aujourd'hui, vous faites une émission, un podcast sur la Terminorum, je vous entends parler, bah, j'y suis, quoi. Si tu Ouais, veux, bien je suis sûr. encore super heureux aujourd'hui de cet accomplissement-là. Donc, Ouais. et puis, ça m'a grandi, voilà, ça m'a apporté d'autres choses que simplement d'avoir fini cette course dans la vie. Donc, ouais, je pense que ça peut durer des années, hein. Ouais. Nicolas, tu t'es fait engueuler par Laz en 2023 quand il a vu 5 finishers. Qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Il a dit qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non? Ouais, il a trouvé qu'effectivement c'était peut-être trop simple, mais il avait eu la même chose la même année, donc Ah oui, du c'est coup, vrai. c'est bon. C'est vrai. Ça nous a un petit peu sauvés. Et l'année d'après, bah, du coup, l'an dernier, on n'en a eu qu'un. Donc Oui. déjà, hein, on se rapproche des statistiques de la Barclay. La Barclay, c'est 1% de chance de finir quand on s'inscrit. Voilà. Nous, on tend vers cet objectif. Voilà. Est-ce que quand tu as participé une fois, tu as un avantage sur la réinscription ou pas du tout? Comment ça marche d'ailleurs? Oui, on a toujours une petite notion de fidélité et de primo sortant. Ouais. Alors quand ils sont vraiment trop mauvais, bah, du coup, on les garde pas. Mais l'idée, c'est de garder à la fois un petit vivier d'anciens, un petit vivier de nouveaux, et de jouer un petit peu cette mixité, cette notion d'esprit de groupe, cet esprit de corps un petit peu, pour que la mayonnaise puisse prendre, quoi. Ouais. C'est quoi les gars, avant d'accueillir justement un des novices qui va s'élancer, qui doit trépigner l'impatience, c'est Franck qui sera avec nous d'ici quelques secondes. Nico, Simon et Mick, c'est quoi le portrait robot du finisher de la Chartreuse Terminorum alors? On peut démarrer par toi Mick d'ailleurs. Quelles sont les qualités essentielles pour espérer pouvoir aller au bout un jour de cette course insurmontable? Bah, être fou. Ouais, Voilà. ça suffit. C'est Voilà, simple. c'est ça. Faut être dingo, c'est tout. Bim, voilà. Qu'est-ce que tu dirais toi Nico? Je pense que c'est un travailleur. C'est quelqu'un la course va rentrer en lui autant qu'il va rentrer dans la course. Ouais. Une notion d'obsession, une option. On n'y pense pas qu'en se rasant, on y pense tout le temps. On mange avec, on vit avec, on dort avec. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un peu la caractéristique de tous ceux qui ont fini. C'est qu'ils se sont mis vraiment en mode Terminorum des années durant avant de réussir à la boucler. Simon, tu dirais quoi toi? Nico a déjà dit pas mal d'éléments et Mick aussi. Enfin, moi je dirais pas fou parce que finalement fou c'est peut-être un peu fort. Moi j'ai pas l'impression que Mick soit fou pour avoir côtoyé toutes ces années, mais peut-être que juste pour ajouter quelque chose, je dirais que c'est aussi
des personnes qui l'aiment en fait cette course tout simplement, qui aiment aussi ce territoire pour s'y plonger et enfin voilà, cette course elle leur parle en fait, c'est celle-ci pas une autre, la Chartreuse leur parle aussi et ils comptent pas les heures, ils les voient pas passer et ça c'est vraiment par l'amour de la course qui est un amour presque sans limite comme la course peut être aussi. Il faut pas aimer sa famille hein, pour s'entraîner autant et tout. C'est ça aussi. Ah, tu pars combien de temps, chérie? Voilà. C'est fou. Et c'est puis, peut-être pour ça qu'on a moins de femmes. En tout cas, je me c'est ça, permets quand même parce qu'on a aussi des femmes qui s'engagent et elles sont peut-être plus rationnelles là-dessus. Ah oui. Du coup, on en a 3 là cette année qui s'engagent. Il y en a une qui a terminé une fun run, je crois, hein, j'ai vu d'ailleurs. Exactement, Séverine van der Meulen, belge, qui a terminé cette fun run. Donc on espère tous avoir une Justine Paris qui viennent justement chez nous pour affronter Jasmine Paris, pardon. Bien sûr. Qui viennent affronter un peu l'enfer de la Chartreuse Terminorum, mais pour l'instant, on a des bonnes concurrentes, mais pas encore au niveau pour finir cette Chartreuse Terminorum. Après, le vrai défi pour Mick, c'est d'être le premier à réaliser le doublé. Chartreuse Terminorum et Barclay. Bim. C'est vrai que je comptais sur Seb, Aurélien, Max. Mais les mecs, ils se donnent pas les moyens. Voilà. Va falloir t'y coller, c'est ça le truc. Ouais, ils abusent quand même là. Et en plus, enfin une année où elle ne se finit pas. Donc je vais peut-être pouvoir me pencher dessus, on verra. Excellent, magnifique. Tu repars cette année d'ailleurs, Mick ? Non, parce que ça tombe bien qu'il y ait Nicolas, j'arrête pas de leur dire, mais tant que la course est trop facile, j'y retourne. Ah bah t'as bien raison, ça devient trop abordable. On sait ce que c'est, Ok. Tiens, accueillons un novice qui va certainement aller au bout, Franck, qui est avec nous. Salut Franck. Salut la team, salut l'équipe. Bon Franck, on a fait exprès de te faire patienter pour que tu aies l'eau à la bouche comme ça. Voilà, parce que ça va arriver d'ici quelques jours. Là, on enregistre et on est à 10 jours du départ. Quand t'entends tout ça, ça renforce ton excitation, ta motivation ou ça te fait un peu peur d'ailleurs ? Non, du coup, j'y vais pas parce que. J'annule. Nico, je te rends le dossard, j'en veux pas. Non. Au contraire, ça met une motivation supplémentaire. Ouais. Je l'ai en tête depuis le début. Depuis tard, je vous écoute et le mot obsession est vraiment là, quoi. Vas-y, raconte. Terminorum du matin jusqu'au soir. Présente-nous ton profil alors. Ça, quoi. C'est quoi ton profil de sportif mon profil, je me considère un peu comme un trailer des plaines. Ok. J'avais vraiment en terre plate. Ah. Donc quand on voit le ratio km/h T+ qui m'attend, ça va à l'inverse. Ça me fait rire déjà, pardon. Ça part mal. 25 000 de D+, bim. Enfin, faut aller au bout, mais c'est sûr. C'est fou. Après voilà, je suis un amoureux du D+. J'ai une petite côte dans ma commune de Loire-Atlantique qui s'appelle Corcouët-sur-Logne. Retenez bien, parce que bientôt elle va devenir une principauté. Bien sûr, The Place to be. Ouais. Il y a une petite côte que j'ai appelée la CDC pour la côte du cimetière, avec un ratio de 123 mètres pour 23 mètres de D+. Ok. Et ça, j'ai fait 3,24 heures dessus. Ok, un bon barjo. Donc ça, c'est ce qui a convaincu l'organisation de te sélectionner, quoi. Tu peux y aller. Et quel est ton problème ? Pourquoi t'as fait ça alors ? Pourquoi j'ai fait ça ? Non, c'est que pour s'entraîner, pour tout ce qui est course en montagne, voilà, c'est une des solutions. Bien c'est sûr, le mode hamster, monter, descendre, monter, descendre. Donc voilà. Donc après, voilà, il y a tout ce qui est course ultra organisée, balisage, assistance. Et là, je m'en vais vraiment dans un défi hors norme, impossible, mais pas humain. Enfin, si, humain, on va dire. Donc c'est vraiment ça qui m'attire, quoi. T'es au courant que tu vas devoir boire un peu de chartreuse à chaque tour là ? C'est vrai ça ? Parce que ça c'est encore plus dur que les... C'est clair. Tu fais bien de le dire, Yodu, parce que j'ai la Terminorum en tête depuis que j'ai bu une gorgée de chartreuse. Ah mais c'est ça le piège, faut jamais en boire en fait. D'accord. Ça te rend fou, quoi. Ah oui, je comprends mieux. Ce qui est drôle, c'est que il y a 7 mois de ça, je partais sur un événement organisé par Benoît Laval, par son organisme Try to be Alive. On était parti en Slovénie avec mon association Courir avec. Donc c'est une asso où on emmène des jeunes en situation de handicap dans des joëlettes. Super, ok. Donc, les oranges. Et du coup, tous les soirs, on était en petit comité d'une 60aine. Et voilà, tous les soirs, il y avait Benoît, il y avait Manu qui était là, on échangeait. Et tous les ans, j'ai à peu près une course en tête
pour l'année suivante. Mais cette année, j'avais rien. Arrivé en octobre, j'avais rien du tout. Quelle erreur. Et tout Tu le t'es coup, pointé les dernières devant lui, soirées, t'avais pas d'idée, mon Dieu. Et là, Voilà. L'erreur fatale. Et une petite goutte de chartreuse. Je me regarde Et Benoît dans les et- yeux et j'ai fait bon, je pense que j'ai trouvé ma course de l'année prochaine. Voilà. Le lendemain, à jeun, t'as regretté, mais c'était trop tard. Mais c'est donc trop tard. ça y est, c'était fait quoi. Non, après, il y a tout le processus d'inscription derrière. Non, qui est bien assez sûr. magique, Il t'a pas c'est aidé. intriguant. Bah, c'est ça qu'on aime alors. Bravo. T'as dû chercher par toi-même. Ah, non, etc. non, on va pas aller au piston quand même. Ok. Non, Bon. c'est même manière que la Barclay, quoi, qui est émoustille, comme on dit. Bah là, au vu de ton profil, c'est pas la résilience qui me fait peur, c'est plutôt l'orientation, le balisage. Est-ce que toi aussi, c'est ce qui t'inquiète? Retrouver les livres, bien tracer justement la trajectoire sur la carte. Est-ce que c'est toute cette partie qui t'inquiète, toi? Ouais, effectivement, c'est une partie un peu inquiétante au niveau orientation. Mais voilà, je travaille dessus, je travaille sur les cartos, je m'informe. Donc, non, après, faut y aller, quoi. On est obligé d'aborder un tel défi avec humilité. Ça serait quoi une Chartreuse Terminorum réussie pour toi? D'aller au bout. Direct. Mais déjà d'être dans cette... Ah ouais. Après, il faut se mettre ça en tête. Bien Si sûr, je bien sûr. pars en me disant, j'y Oui, vais, c'est ça. allez, si je fais un tour, c'est bien. Ouais, c'est Mais sûr. dans ma tête, ça va se dire, voilà, je passe un tour, mais le deuxième, j'aurai pas la même motivation. Donc, je pars en tête d'aller au bout. Après, voilà, le principal, c'est de se faire plaisir et de connaître cette communauté Ouais. que j'ai au téléphone de quelques-uns depuis un petit moment. Mais j'ai vraiment envie de la rencontrer et puis, voilà, de rentrer dans cette petite famille et voilà, me faire avancer moi-même. Est-ce que tu es allé repérer le parcours un peu? Enfin, repérer le coin en tout cas. Malheureusement, je devais m'y rendre il y a 3 semaines de ça, mais j'ai eu un empêchement pour mon organisation familiale. Ok. Donc je n'ai pas pu me rendre sur place. Donc Bon. ça sera la surprise, ça sera vraiment le côté Disneyland. Écoute, t'as mis toutes les chances de ton côté. va m'arriver. Oui. Donc bravo. Ouais. Voilà. C'est bien parti en tout cas. Passer un mauvais quart d'heure. Non mais Non, mais je me suis préparé il y a 3 semaines de ça, un mois, sur un 48 heures. Chez moi, sur une boucle de 4 km et 180 de dénivelé. ah ouais mais ouf. Pendant 48 heures, j'ai tourné et j'avais comme optique de partir sur des boucles des boucles. Sur un temps de 12 heures où dans mon sac, j'avais tout le matériel, Ok. parce qu'on part quand même sur des boucles de 60 km Ouais. avec en alimentation une autonomie totale. Donc il y a tout ça à prendre en compte aussi, alimentation, hydratation. Et bien sûr le côté orientation. Là, il n'y avait pas besoin parce que 48 heures sur une boucle, au bout d'un moment, on la connaît par cœur. Ah non mais ça c'est fort. Et t'as poussé le délire jusqu'au bout en arrachant des pages de prospectus ou pas? Non Le paru vendu ou le J'y avais truc? pensé. Même pas. Je comptais sur mes potes de mettre des bouquins un peu partout, mais non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Attends, mais la chance que tu as dans RMC Running aujourd'hui, c'est que tu vas bénéficier des conseils de Mick, qui a déjà été finisher. Qu'est-ce que tu peux lui donner, Mick, comme conseil alors? Ouais, mais Franck m'a déjà appelé là. Ah, donc, déjà. je lui ai donné quelques fake news. T'as bien fait. Il devrait se débrouiller avec ça. T'inquiète, la Ouais. première boucle c'est facile. Ouais, c'est facile. Voilà, les doigts dans le nez, pars pas trop vite. Enfin, tu lui as conseillé quoi Bah, d'ailleurs? écoute, Ouais. De toute façon, la fun run, c'est considéré comme la course pour les femmes et les enfants d'après l'AS. Hein. Bah oui, bien sûr. À prendre au second degré, Ouais, évidemment. évidemment, bien sûr. Mais donc ça veut dire que c'est facile d'aller déjà chercher 3 boucles. Donc le seul conseil que je lui c'est de continuer après les 3. Tout simplement. Voilà. C'est pas compliqué hein, finalement, Franck. Tu vois, il n'y a pas à se casser la tête. hein. Non, Mick. Non, Mick a raison, c'est le conseil qu'il m'avait dit. Après, voilà, s'il y en a 5, il y en aura peut-être une 6e après, on sait pas, on verra. Ouais. Simon, est-ce que tu as un conseil à lui donner, toi? Bon, moi, je lui dirais de lire mon livre, mais je sais qu'il a déjà commencé. Voilà, un peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Va acheter la quête, évidemment. Non, mais moi, j'ai pas fini, donc j'ai pas forcément de si bons conseils que Mick a donné à Franck. Après, quand je l'entends, je pense qu'il a déjà le bon état d'esprit. Ça, il me fait penser justement à Mick à ses débuts de dire je veux finir dès la première participation. Je pense que ça, il est sur la bonne voie. Ouais. Non, mais c'est sûr. Juste Nicolas, parce que là, on a beaucoup de second degré. Nous, on adore vos profils et les personnages que vous êtes, donc ça nous régale. Un aspect sécuritaire quand même, parce est-ce qu'il y a du risque? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que vous êtes vigilant? Est-ce que vous avez des contrôles? Comment ça se passe, Nicolas, de ce point de vue-là?
Alors ça se passe bien. Du coup, effectivement, depuis 2017, nous, notre objectif, c'est de se faire plaisir, mais c'est jamais de mettre en danger nos concurrents. On les équipe d'une balise GPS pour pouvoir les suivre 24 heures sur 24. On a toujours un poste d'assistance, on a tous les critères avec donc l'équipe médicale sur place. Nous, on connaît bien les chemins, on les suit. Quand on a des perditions, du coup, ils ont un téléphone portable qui est dans leur sac, mais qui est dans une pochette scellée, qui, en cas de souci, peut être justement ouvert pour pouvoir nous appeler. Donc ça, on fait vraiment très attention. Donc on adore se marrer, c'est l'objectif principal, mais jamais en mettant en danger un des concurrents. Et puis après, du coup, c'est aussi, on les sélectionne pour ça, c'est-à-dire des gens qui sont capables à la fois de s'orienter, qui ont quand même une expérience du terrain et de la dénivelée. Donc il y a beaucoup qui sont sur liste d'attente, et ceux qu'on ne sélectionne pas, c'est aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas fait leurs preuves sur des ultras, sur la gestion du sommeil, et ils nous semblent peut-être un peu fragiles. Donc on fait aussi très attention justement à la sélection des différents candidats. Je sais pas toi, Yodu, mais moi ce qui me fait peur de l'extérieur, peu importe son niveau, peu importe le nombre de tours qu'on va être capable d'assurer, c'est la perte de lucidité. Tu vois, c'est ça qui est inquiétant en fait. Ça joue, et c'est vrai que pour s'entraîner, c'est que les heures d'entraînement que tu passes dehors qui peuvent t'entraîner à être capable de rester comme ça et d'encaisser cette endurance mentale où il faut vraiment être concentré pendant des heures. Et ça, il n'y a que tes séances longues, tes sorties longues, ton volume qui te permet de pouvoir gérer ces moments-là. Mais après, le jour J, avec le stress, avec les conditions météo, il y a tellement de paramètres extérieurs qui rentrent en compte, la nutrition, l'hydratation, est-ce que tu sautes est-ce que tu t'es suffisamment ravitaillé ou autre. Bref, il y a tellement de trucs que ça, tu peux pas le savoir à l'avance, tu vois, si tu vas réussir à rester suffisamment concentré assez longtemps. Ouais. Et Mick, ça t'évoque des souvenirs, ça aussi? T'as l'impression de revivre? Est-ce que tu as senti parfois ces pertes de lucidité? Est-ce que tu as été vigilant? Est-ce que tu as senti ton seuil aussi? Parce que tu te connais parfaitement. Tu as eu des visions? Ouais. Est-ce que tu as eu des hallucinations? C'est le cas d'Aurélien sur la Barclay d'ailleurs. Ouais. Je vous ai vu avant de vous connaître. Ah bah voilà. Non, t'avais la mèche de Yodu, incroyable. En fait, entre ma première participation et celle où je finis, forcément, ça a évolué ma maîtrise. C'est marrant de dire ça, maîtrise des hallucinations. Ouais. C'est-à-dire qu'au début, on les subit complètement. Hein. C'est-à-dire qu'on est happé par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. On s'arrête parce qu'on pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui nous parle. On s'arrête parce qu'on voit vraiment un terroriste dans le buisson. Ah oui. Enfin, voilà, c'est vraiment très réel, tout ça. Et puis ensuite, avec l'expérience, on apprend à les ignorer, en fait. C'est-à-dire qu'on entend les choses, on voit les choses aussi, mais on apprend à rester focus sur notre objectif. Et de toute façon, pas d'inquiétude, hein. On a toujours le droit de s'arrêter dormir. Hein. Ça, le triumvirat nous l'a pas interdit. Bien sûr. Et il est quand même conseillé de dormir au moins quelques minutes pour finir la course. On a plaisanté avec Franck et des conseils généraux. Est-ce qu'il y a des conseils pratiques quand même que tu peux lui donner? Je sais pas, on en parlait tout à l'heure, mais franchir la rivière en enlevant les chaussures, prendre soin de ses pieds. C'est là que tu peux souffrir, les grosses ampoules, les frottements, tout ça? Alors c'est assez drôle parce que moi je suis ravi, il y a plein de novices, il y a chaque année quelques novices qui me contactent, et c'est assez drôle d'avoir cette question qui revient tout le temps. On me demande très souvent, est-ce qu'il faut enlever les chaussures et les chaussettes pour traverser la rivière? Ouais. La réponse est toujours la même, c'est tu fais ce que tu veux. Et je dis, moi je les enlève pas parce que de toute façon tu vas te mouiller les pieds plus loin. Voilà. Tu seras dans une flaque quoi qu'il arrive, donc quoi qu'il arrive. Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Après, il y a le côté psychologique de la chose. Peut-être que certains ont besoin de le faire. Mais effectivement, il faut travailler ses pieds. Hein. Voilà, la longue distance le permet. Comme l'a dit Maître Yodu, nous, on fait des heures, voire des jours d'entraînement, ce qui nous permet d'avoir logiquement des pieds qui se renforcent, une peau de pied plus résistante aussi à ce genre de terrain. Ouais, vous devenez des chamois, quoi. C'est ça l'avantage. Après, ça devient des sabots, donc t'as plus mal, en fait. Tu pourrais le faire pieds nus. C'est ça l'avantage. Vu que c'est un peu trop facile, là, c'est ce que j'ai prévu la prochaine fois que je reviens, c'est pieds nus. T'as raison, mais pourquoi pas. Tu conseilles à Franck de venir avec des pointes à plaque de carbone, des pointes de piste ou pas? Non, c'est une mauvaise idée.
Non, mais si, là, je veux dire, là, ce qui compte, c'est le chrono. Partir à fond. Uniquement le chrono. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, exactement. Ouais. Partir à fond et après, on voit. Voilà, premier capacité virage. d'adaptation derrière. Quoi. Voilà, c'est ça. Franck, juste un mot, parce qu'on on a beaucoup déconné avec toi, mais est-ce que tout est carré? Ta stratégie de nutrition, tout ça, ce que tu tolères, ce que tu tolères pas, tout ça, c'est prêt ou c'est encore en questionnement dans ta tête? Ah non, tout ce qui est alimentation, hydratation, tout est prêt, tout est OK. Il reste juste... Bon, j'ai commencé à préparer les bagages. Ouais. Mais non, après, c'est encore une question d'orientation. C'est le doute. La veille de la course avec la carte. Est-ce que je vais pas me perdre? Est-ce que je vais réussir à suivre certains vétérans pour avoir au moins une base sur qui s'appuyer, quoi. C'est plus ça qui m'inquiète. Mais autrement, tout le reste est prêt. Je suis au taquet depuis quelques semaines déjà. Bah, j'imagine bien, c'est l'obsession, donc ouais, là tu dois être à bloc. Un dernier mot, Nico, est-ce que la course en équipe est possible? Est-ce qu'on peut se suivre, courir ensemble et entre guillemets, s'entraider alors qu'après chacun va adopter son rythme, mais est-ce qu'au départ on peut y aller à plusieurs? On peut tout à fait y aller à plusieurs, mais c'est pas nécessairement le meilleur conseil. D'accord. Je vais citer une concurrente dont je ne citerai pas son nom, mais juste son prénom, Alexandra, qui l'an dernier était dans un groupe, et puis qui tout d'un coup, le groupe la lâche parce que elle court plus doucement, et puis là on se retrouve tout seul et on n'a pas la mémoire de ce qui s'est passé juste avant. Donc ça peut être à double tranchant d'être dans un groupe et d'un autre côté de courir avec des gens qui ont un peu d'expérience et qui sont déjà venus en Chartreuse, ça peut aider à se repérer. Donc je dirais qu'il faut peut-être courir en groupe, mais en étant très prudent de l'effet groupe qui pourrait nuire finalement à sa réussite personnelle. Il n'y a jamais deux livres qui sont placés exactement au même endroit d'une année à l'autre, non? Peut-être. Il dira rien. J'ai essayé jusqu'au bout, mais non, j'ai pas eu d'infos. Désolé Franck, je fais ce que j'ai pu, mais là j'ai pas pu là. Désolé. Bon, écoutez, c'était un grand plaisir de vous avoir tous ensemble, de mettre en avant cette magnifique épreuve. On peut donner la date parce que j'hésite là, Nicolas. Je sais pas si j'ai le droit de le donner ou pas, ou tu préfères garder ça secret? Alors surtout qu'on la connaît pas tout à fait, puisque le départ sera donné du coup le vendredi 20 juin entre minuit et midi. Et voilà. Et cet inconnu est quand même, en termes de supplice, quand même, quelque chose qui est assez compliqué pour les concurrents parce que la gestion du sommeil qui est primordiale, du coup, elle est peut-être compliquée à gérer. Et voilà, c'est la magie jusqu'au bout de cette épreuve, cette Barclay la Française, la Chartreuse Terminorum. Merci beaucoup Nicolas. Dernier petit conseil pour tous ceux qui écoutent le podcast, si vous êtes à proximité de la Chartreuse, venez nous voir au camp de base. Ah oui. Parce qu'il y a quand même tout cet esprit qui est visible. Il y a des duos, on a vraiment un truc un peu sympa, un peu différent de ce qu'on voit sur les autres courses. Donc on a plaisir à raconter, à partager, à voir les coureurs arriver, quel que soit l'horaire. Donc vraiment, je vous recommande, si vous êtes dans le coin, venez nous voir à Saint-Pierre-de-Chartreuse pendant tout le week-end, dans une dizaine de jours maintenant. Puis il y a un peu de Chartreuse à boire, donc n'hésitez pas. Et voilà, passez une tête. Toujours avec modération. Toujours avec modération, bien entendu. Un grand merci à Simon aussi, donc auteur du livre La Quête. Si ce sujet vous a passionné, allez acheter son livre avec les différents portraits. Merci Simon. D'ailleurs, tu étais à la base de ce concept de podcast, donc merci à toi parce qu'on a été ravis de le mettre en avant. Un grand merci à Michael Berton, finisseur de cette mythique Chartreuse Terminorum. Merci Mick, on t'attend sur la Barclay désormais, on veut le doubler, voilà, on veut le doubler Coupe Championnat, c'est à toi d'aller le chercher désormais. See you later. Et merci à Franck qui sera l'un des finishers 2025, on lui a mis la pression. Ici. Voilà, il a fait le mariole, on espère qu'il va assumer sur le terrain désormais. Merci Franck. Comptez sur moi les gars, merci. Merci à vous tous, merci au maître Yodu. Et toujours ce conseil pour terminer, même sur les défis de dingue comme ça, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.